messieurs, bonjour, bienvenue à Zigzag Café. On salue tous les téléspectateurs de Suisse romande, de France voisine, du reste de la Suisse et de TV5, puisque désormais vous êtes avec nous. N'hésitez pas à nous faire signe. Aujourd'hui, peut-être, ceux d'une certaine région du monde dont on parlera beaucoup pourront nous dire s'ils ont suivi ce programme et s'ils en étaient satisfaits, s'ils voulaient apporter quelques compléments lorsqu'ils le visionneront. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit Bernard Thomas. On reviendra tout à l'heure sur la raison de sa présence aujourd'hui. Mais avant toute chose, on va situer géographiquement l'endroit de l'action, d'une partie de l'action d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce fameux parcours d'Alexandre Jacob. Alexandre Jacob qu'on vous a présenté hier et qui va passer dans cet endroit un certain nombre d'années. La Réclusionnaire, ce sont 3 îles groupées en pleine mer. La Royale, où siégeait l'administration pénitentiaire et une petite partie du bagne, l'île Saint-Joseph, le domaine de la réclusion, et l'île du Diable, réservée aux politiques, rendue célèbre par le capitaine Dreyfus, qui y passa 4 ans de sa vie. Ça, c'est le cadre de l'action, c'est le bagne dont nous allons parler au cours de cette émission avec Bernard Thomas qui est à côté de moi. Avec M. Beuziguer, il n'est pas allé au bagne, lui, mais il connaît bien le mouvement anarchiste. Et puis tout à l'heure, Monsef Genoux et le trio Monsef Genoux sera avec nous, de quoi donner aussi une certaine coloration à tout ce que l'on va vivre. Mais rappel avec Alex Descotes, rappel de la première partie du parcours de vie de ce personnage extraordinaire qui est Alexandre Jacob. Oui, à la fin du siècle dernier, Alexandre Jacob est un gamin de Marseille qui se fait mousse à 12 ans par amour de la mer. De retour à terre après quelques tours du monde et autant d'aventures, le jeune homme ne supportera pas les injustices quotidiennes. Il se fera anarchiste cambrioleur, histoire de redistribuer aux exclus, aux victimes, aux pauvres et aussi aux copains, le fruit de ses incursions nocturnes dans le monde des riches. Il passera maître en ouverture de coffre-fort, un choix personnel qui le mènera devant le tribunal d'assises en 1905, puis au bagne dont nous venons de parler. Il a alors 26 ans, il lui reste un demi-siècle à vivre, mais quel demi-siècle ? Voilà, retour sur ce plateau. Si l'on en parle naturellement, c'est parce que Bernard Thomas a publié un ouvrage qui s'intitule « Les vies d'Alexandre Jacob ». Alors juste un mot sur le tribunal qui va le conduire à passer autant d'années au bagne. C'est un tribunal qui le condamne dans quelles circonstances ? Il a tout risqué, il a tout fait pour être condamné à mort, on peut dire. Il les insultait à mesure. Tous les jours, il trouvait quelque chose d'encore plus beau à leur raconter. Vous avez un exemple de ce qu'il pouvait leur dire ? Eh bien... accusé, levez-vous, mais vous êtes bien assis, vous, disait-il au procureur. Ou bien alors, accusé, vous avez les mains rouges de sang, moins que ne sont les vôtres. Naturellement. Et puis, à mesure que les témoins sont passés, par exemple, un bedeau venait se plaindre de ce il est barboté quelques lingots dans le coffre-fort de la sacristie. Il dit, oh oui, mais écoutez, restez calme. Moi, je n'ai pas parlé des gravures licencieuses qu'il y avait également. Alors, est-ce qu'il sera condamné parce qu'il est l'auteur d'un certain nombre de vols ? On rappelle, finalement, au bout du compte, 150 au moins. 150 reconnus, en fait, voilà. 450 à mon avis. Mais sur son dossier figurera, et ça va peser très très lourd dans sa carrière, meurtre. Meurtre. Alors, il n'a pas commis de meurtre. Il faut être un peu précis là-dessus. Il ne tuait jamais, et au contraire, il défendait toujours les civils, pour ainsi dire, les gens. Mais il y avait quand même les ennemis. Là, c'était la guerre, c'était les agents de police. Alors, quand il se retrouvait en face d'eux dans une mission en service commandé, pour ainsi dire, c'était le premier qui tirait qui avait raison. Alors, il a eu quand même des démêlés 2 fois, une fois en Alsace et une autre fois au moment où il a été pris. Une fois, c'était l'agent Couillot. Alors ça, le pauvre agent Couillot a survécu, tant mieux.
Et l'autre fois, il y a quand même eu, à la petite gare où il s'est fait prendre, quand même, il y a eu un échange de coups de feu aussi. Enfin, il n'a pas tué. D'accord. Il n'a pas tué. Finalement, à quelle peine sera-t-il condamné? Bagne à perpétuité. Mais avec un tampon A qui était celui des vrais incorrigibles, de celui inamendable, forçat inamendable à n'élargir sous aucun prétexte. Et c'était renforcé de la catégorie B à cause du meurtre, quelqu'un qui a tué. Donc il était en somme condamné au bagne dans le bagne, d'emblée. Il n'avait aucune chance de pouvoir être élargi, aucune chance de pouvoir avoir une amélioration, de passer à la catégorie A qui était à la première classe, oui, qui était un peu comme la première classe à l'armée, quoi. Alors quand il va apprendre le verdict, comment va-t-il réagir? Il est enchanté, il écrit à sa maman qui est dans une autre cellule, il lui écrit « J'ai hâte d'être rendu pour renifler toutes ces senteurs tropicales, pour manger des cocos, des mangues, des bananes et du lard salé, pour voir le bagne enfin avec ses grandeurs, ses bassesses, ses lâchetés. Je suis persuadé que je vais retrouver là-bas plein de copains. C'est encore heureux de trouver des amitiés au bagne. Combien d'hommes ne peuvent en trouver nulle part ?» Là, il va être servi d'ailleurs. Le ton est donné de cette espèce d'insolence faramineuse, de distance par rapport aux événements, de philosophie qui va être la sienne, de rien demander à personne et vivre les événements. Je suis au trou, je peux pas descendre plus bas. On me donne pas à manger, je vais mourir. Une fois que je serai mort, il y aura plus rien. Ouais. Et en fait, vous le dites dans votre livre, ça sera une lente agonie dans l'abjection, la décomposition, la pourriture du corps et de l'âme. Alex, emmenez-nous avec quelques archives. Avec des archives qui, à nos yeux aujourd'hui, sentent le passé, mais qui sont tout de même c'est un reportage qui a été tourné pratiquement 50 ans après l'arrivée d'Alexandre Jacob au bagne. Ça se passe dans les années 60 et c'était Georges Hardy qui s'était rendu sur place pour la télévision suisse. C'est un petit bateau, une mer comme les autres, encore qu'elle brasse beaucoup. Il se trouve que ce bateau est le dernier d'une ligne maritime autrefois florissante, que cette mer est infestée de requins, que ces îlots devant vous, déserts aujourd'hui ou presque, abritaient jusqu'à la fin de la guerre le bagne le plus sinistre qui soit. Nous sommes en Guyane et ces îlots font face à Cayenne. Voici ce qui reste du bagne français le plus tristement célèbre. Il y a 3 îlots, à 14 km au large de Cayenne. Nous sommes ici sur l'île Royale, dont l'église s'effondre. Elle emportera avec elle les fresques naïves peintes autrefois par les bagnards. L'île du Diable gardait bien ses hôtes. Rares furent ceux qui osèrent affronter une mer très dure et les requins aux aguets pour essayer de rejoindre les côtes du Brésil. Quelques-uns réussirent pourtant. Quittons ces lugubres îlots pour le continent. Ici, à Kourou, à 40 km de Cayenne, s'élevait le pénitencier proprement dit. C'est là que, pour quelques sous, les habitants de Cayenne venaient louer des détenus comme on achetait des esclaves. On les occupait à défricher la jungle, et dans l'étouffante chaleur, l'humidité tropicale bien peu résistait plus de quelques mois. Ils tombaient comme des mouches. Surtout pendant la saison des pluies, de mars à juin. Alors ça, c'est dans le cadre dans lequel il va se retrouver. Il y a quelques chiffres que vous citez dans votre livre dont le téléspectateur doit se souvenir. Vous dites à un moment qu'un homme en pleine force
lorsqu'il débarque dans ce cadre-là, il a grosso modo une chance d'existence de 5 ans. 5 ans, c'est la moyenne pour quelqu'un de bien portant. Le système atroce, l'un des plus ignobles qu'on ait vraiment, que l'humanité ait inventé dans nos temps modernes, est là, ça consiste à laisser les gens se tuer. Ça évite la peine de mort, on les envoie là-bas, on ne les voit pas, donc c'est à l'abri des regards, et on en envoie de quoi repeupler le stock d'humains, de déchets humains qu'on laisse là-bas crever. Il y en a 6000. C'est 900 par année. Hein. Et on en envoie 900, mais il y en a 900 qui meurent. Dans la gadoue, dans les maladies, de meurtres, parce que le meurtre, vraiment, la vie d'un forçat ne vaut rien du tout, et ça se délite. C'est-à-dire en plus, il y a un autre phénomène, c'est que ceux qui ont des petites peines, ceux qui ont été condamnés à 5 ans de bagne, les naïfs s'imaginent qu'ils payent 5 ans, ils ont fait un truc atroce, c'est dur, etc. Puis au bout de 5 ans, on a une chance de s'en sortir. Mais pas du tout, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la relégation, qui consiste à doubler le doublage de la peine. Quand on les relaisse encore 5 ans, donc ça fait 10 ans au lieu de 5, s'ils ont 7 ans, ça fait 14 ans, et au bout de 5 ans, on les libère, on les laisse là, mais on ne leur donne pas de billet de retour. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas revenir. Comment peuvent-ils faire voler, mais voler qui faire un mauvais coup, mais à qui donc la plupart du temps, il se retrouve bloqué à vie là-bas pour une petite peine. Et lui, comment va-t-il réussir à s'imposer d'abord auprès des autres détenus, parce que vous le disiez, le danger est toujours là, de recevoir un coup de couteau, d'être entraîné dans une mauvaise querelle, d'être dénoncé à l'administration, et puis ensuite par rapport au geôlier, par rapport à tout le système? Eh bien, c'est un individu qui fait peur, il a des yeux... Vous rappelez son âge, hein? Il a 26 ans quand il arrive, donc c'est un gamin pratiquement qui arrive là-bas. Mais parmi les petits faits qui se produisent, par exemple, il y en a un qui est particulièrement monstrueux, mais qui est tout à fait symptomatique du bagne. Quand il arrive à Saint-Martin-de-Ré, il y a des chaouches, c'est ainsi qu'on nomme les gardiens supplétifs, un chaouche qui, en lui servant sa soupe, le regarde bien dans les yeux et crache dedans. Et Jacob ne bronche pas. S'il avait bronché, il était mort. On l'aurait lardé de coups de couteau sous prétexte de révolte. Il ne bouge pas. L'autre recommence. Jacob ne bronche pas. Il se rentre dans sa cellule et il ne se passe rien. Puis 2 années passent. Et au bout de 2 ans, dans un coin un peu perdu de l'île royale, il voit quelqu'un qui porte un certain matricule. Et il lui dit, mais dis donc, tu n'étais pas à Saint-Martin-de-Ré, toi? Non, dit l'autre, pas du tout. C'est toi qui as craché dans ma soupe. On a retrouvé un bout du crâne du bonhomme, qu'il a lardé de coups de couteau. Je veux dire que là, on est dans un meurtre comme celui-là, on est plutôt content que ce soit produit. Il l'a jeté au requin. Et le lendemain, le forçat a été déclaré disparu. Il dit, ah bah oui, c'est lui, c'est bien son vêtement. Voilà, il a dû glisser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vous entendant, on peut se dire, alors il donne dans le même système, hein, il va régler ses comptes lui-même, et au contraire, pendant les 25 ans où il va être là, il va chaque fois, lorsqu'il y a une injustice, réclamer les droits. En disant, à telle personne, on m'enferme, il n'y a pas de raison de le faire. Oui. Là, vous n'obéissez pas au règlement. Il va se battre constamment. Constamment. Il est quelqu'un qui, d'abord, physiquement, c'est quelqu'un qui boit de l'eau. C'est-à-dire qu'il ne prend jamais de tafia ou de ces rhums frelatés ou de tout ce qu'on peut imaginer. Deuxièmement, il ne collabore à aucun des vices. Et Dieu sait qu'il y en avait. Vous imaginez l'homosexualité hideuse qu'il pouvait y avoir. Alors vraiment, pour le coup, c'était pas rigolo du tout. Les viols, les meurtres, les cartes, la nuit, les jeux de cartes, où on jouait sa planque, c'est-à-dire le petit morceau ça ressemble à un cigare qu'on se met dans l'anus, dans lequel il y a le trésor qu'on peut avoir, les 3 pièces de monnaie, les petits trucs, les limes, les machins comme ça. Il ne joue jamais, c'est pas son problème. Par contre, il lit énormément, il lit des livres de philosophie. Mais absolument. Chamfort, La Rochefoucauld, qui se fait envoyer. Montaigne, et le bagne censure quelquefois les envois de maman Jacob. Nietzsche, par exemple, il n'aura jamais le droit de lire Nietzsche, parce que Nietzsche, ça sent le soufre. Il a le droit de lire Descartes, mais Mène de Biran, et il apprend le droit. Et il devient le justicier du bagne, une sorte de justicier extraordinaire qui est attentif aux misères de tous ces
copains de bagne, comme si ils étaient ses frères. Comme si, et véritablement, il devient le Vautrin de Balzac. Arsène Lupin a une mutation, ou plutôt une prolongation, qui devient presque mystique, il faut bien dire, parce que au milieu de tout ça, on lui inflige des souffrances atroces. Non seulement il est au bagne, mais on va le condamner au bagne dans le bagne, au cachot. Et à un moment, il va passer 44 mois d'affilée en cellule ou au cachot, et là c'est ce qu'on vient de voir sur les images. Il faut imaginer ce que c'est 44 mois, presque 4 années enfermé au pain sec et à l'eau. Qui, en bonne santé, quel athlète pourrait survivre à ça? Quelqu'un qui arrive en crachant le sang, c'est ce qui était son cas, comment est-ce qu'il a pu faire? Quelle est la force mentale de cet individu? On ne comprend pas. Alors, on va parler maintenant avec vous et avec Alex, naturellement des tentatives d'évasion, parce qu'un homme comme ça ne peut pas rester sans rien faire. Et lorsqu'on parle de tentatives d'évasion, naturellement, hier, c'était le rapport entre Alexandre Jacob et Arsène Lupin. Et puis aujourd'hui, très naturellement, le rapport, c'est le même personnage, mais avec Papillon. Vous vous rappelez, Papillon, succès de littérature, j'ose pas dire, mais je dirais en tout cas d'édition extraordinaire. On retrouve d'abord une première interview de Papillon. Oui, une interview de Papillon, c'est en 1969. Papillon, qui donc a vendu près d'1 million d'exemplaires de son bouquin. Alors, c'est en partie ses aventures, mais passablement d'aventures qu'il a entendues, puisqu'il était lui-même bagnard beaucoup plus tard. Donc, d'une certaine manière, il y a là-dedans un certain nombre des aventures d'Alexandre Jacob. Et nous retrouvons donc interviewé en 1969 à Genève, alors qu'il venait de sortir son livre et qu'il avait quitté le bagne depuis assez longtemps, Papillon, alias Henri Charrière. Charrière, une dernière chose. Est-ce que vous vous attendiez au succès de ce livre qui en est à son 700 millième, je crois, exemplaire? Non, vraiment non. D'ailleurs, je n'avais aucune prétention littéraire. J'ai écrit comme je parle. Je ne pensais pas toucher les masses comme je les ai touchées, et particulièrement avec n'importe quel degré d'une classe sociale. Vous êtes un petit peu le Rému du bagne, le César de la Guyane. Est-ce que vous êtes content d'avoir pu jouer ce rôle? Ah oui, je suis très heureux, vraiment. Et vous pensez à tous ceux qui sont morts là-bas, est-ce que vous êtes un petit peu leur porte-parole? Oui, et les jeunes aussi. Des jeunes qui, à l'heure actuelle, faute et tombent en prison. Et qu'est-ce que vous leur diriez pour terminer? Vite un mot. Je leur dirais, le crime ne paie pas. Il vaut mieux être honnête et travailler que de commettre des délits. Donc vous avez compris, hein, hier Arsène Lupin c'est rose par rapport à la vie d'Alexandre Jacob naturellement. Aujourd'hui Papillon, on ne va pas refaire toute l'histoire de Papillon de Monsieur Charrière, mais je dirais que entre ce qu'il a vécu, ce qu'il raconte et ce que vivra Alexandre Jacob, il y a presque un monde. Oh, il y a un monde complet. C'est un malin Papillon. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de très madré, un rusé. Vous avez vu, il est magnifique. Il vendrait n'importe quoi. En fait, les évasions qu'il raconte, la plupart d'entre elles viennent de Jacob. Ce sont des vraies évasions de Jacob. Et lorsque Papillon raconte qu'on peut s'évader des îles du Salut, c'est pratiquement pas vrai. Il y a très bon les cas, on les connaît. Il y en a 2, 3. Et Jacob a essayé 16 fois. Et 16 fois a été ramené à terre plus mort que vif, dans des circonstances toutes plus hallucinantes les unes que les autres. Il voulait même voler la cabane dans laquelle on avait mis les armes, calfater bien les trous, etc. et s'embarquer. Il n'avait aucune chance. D'autres fois prendre des madriers, partir avec des espèces de morceaux de bois au servir d'appui. Il y avait les requins devant, il y avait les vagues. Enfin, c'était infaisable tout ça. Alors Papillon a réussi à s'évader comme tout le monde, si j'ose dire, en partant du continent, en achetant les services d'Indiens et puis en partant le long de l'Orénoque et en fichant le camp vers le nord. Ce que ne pourra pas faire Alexandre Jacob, puisque jamais on ne le mettra sur le continent. Juste une remarque, Monsieur Beziguer. Vous avez vu l'attitude d'Alexandre Jacob, ce goût toujours de l'injustice. Ça vous paraît avoir un lien très fort avec l'anarchie? Oui, je dois dire que rien que de voir ces photos m'indique que dans tous les cas, il avait quelque chose de prestigieux dans la tête et qu'il voulait aller jusqu'au bout. C'était quelque chose de sensationnel. Et qu'il voulait à chaque fois changer la société, ou en tout cas l'endroit où il était. Mais je pense que si on parle de questions d'années,
la situation était totalement différente il y a une centaine d'années en arrière qu'aujourd'hui. Bien sûr. Et alors, c'est pour cette raison-là que ces bagnes ont été liquidés et que les questions de prison ou de peine sont différentes aujourd'hui. Bien sûr. Alors, une chose, Bernard Thomas, qui est importante, parce que c'est un des documents majeurs sur l'histoire d'Alexandre Jacob, il y a 2 grands amours dans sa vie. Le deuxième, on vous réserve une surprise tout à l'heure, vous verrez, c'est extraordinaire. Mais le premier grand amour de la vie de... C'est sa maman. C'est sa mère. Et ils vont correspondre, d'abord, ils vont tous les deux mener une lutte pour qu'ils puissent ressortir de là malgré tout. Et puis, ils vont correspondre, mais... Pendant 22 ans, pendant les 22 années où il va être parti, chaque fois qu'il en a le droit, c'est-à-dire une fois par mois en gros, il envoie une lettre à sa maman qui lui répond. Et alors, c'est des lettres dont certaines sont codées. Alors, maman, parce qu'il y a d'autres lettres plus discrètes qui réussissent à partir par des émissaires. Au fond de son trou, il réussit à la fois à défendre les copains, à correspondre, et puis à préparer les évasions. Et voilà maman Jacob, la petite boulangère de la Croix, qui se met en quête de revolvers. De revolvers qu'il faut enfermer dans des boîtes de conserve, qu'on fait faire sur mesure, qu'on envoie à un tel, etc. Elle se retrouve au milieu là-bas, il faut l'imaginer, à Paris, en train de descendre dans les bas-fonds de la société, d'aller voir des voyous pour tout ça. Pendant ce temps-là, elle va également voir les magistrats, les hommes politiques. Elle dit, mais mon fils, mon pauvre fils qui est innocent, il faut me le relâcher, c'est le mignon, etc. Et puis, lui, il lui écrit des lettres, alors des lettres, mais d'une beauté. Toutes sont plus belles les unes que les autres, parce que il est devenu un philosophe. Enfin, il était un philosophe, mais peut-être que si Arsène Lupin était resté Arsène Lupin, on ne l'aurait jamais su. Il avait volé 4 millions de francs or. Vous vous rendez compte, 4 millions de francs or. Bon, ben voilà, c'est bien, c'est un exploit. Mais humainement, que vaut Arsène Lupin? Rien de plus. Tandis que là, c'est un cœur qui se révèle. Alors, il va ressortir du bagne, on va en parler dans un instant. Dans quelles circonstances? S'il était resté au bagne, il aurait été un peu comme les personnages que vous allez nous présenter. C'est-à-dire, oui, on parlait de la relégation, du doublage, et donc de ce qu'on appelait les vieux blancs à Cayenne, c'est-à-dire des gens qui étaient libres en théorie, puis en fait libres de rester là où ils étaient, simplement sortis de derrière les barreaux. Et d'une certaine manière, là aussi, je sais que c'est à la fois sa chance et sa volonté, mais à cela aussi, Jacob a échappé. Regardez à quoi il a échappé. Dans les rues de Cayenne, comme dans celles de Saint-Laurent-du-Maroni, on rencontre encore aujourd'hui les derniers éléments d'une troupe pitoyable. Ce sont les vieux blancs, les anciens forçats. Certains ont réussi à se refaire une honorable petite place dans la société, mais le lot de la plupart, c'est la misère et l'oubli dans le tafia, le rhum bon marché. Ils ont purgé leur peine à la Tancière, ils ont effectué ce qu'ils appelaient le doublage, c'est-à-dire qu'une fois libérés, ils ont dû se débrouiller sur cette terre hostile pendant autant d'années qu'en comptait leur condamnation. Ils ont été réhabilités. Mais ces hommes, pour qui l'évasion était l'unique rêve, sont finalement restés. Pourquoi? À les interroger, on découvre un univers concentrationnaire d'avant la lettre, où la corruption régnait à tous les échelons, où l'extermination était tolérée, où les grands criminels recevaient un traitement privilégié. Mais d'abord, vieux blanc, qu'est-ce que cela veut dire? Ah, vieux blanc, c'est une insulte. Vieux blanc, c'est vieux condamné. Ouais. Ou popote. Ça, ce sont des expressions. C'est quand une fille veut vous insulter, ou même un créole, un homme, quoi, il vous dit vieux blanc. Vieux blanc. On ne vous appellera pas vieux blanc, tout blanc que vous êtes. Mais moi, on m'appellera vieux blanc parce que je peux m'habiller n'importe comment. Je sois réhabilité, lecteur, tout ce que vous voudrez. Je suis toujours le vieux blanc. Je suis toujours le condamné. Alors lui, le 30 décembre 1928, soit après 25 ans, 2 mois et 8 jours de présence au bagne, il va ressortir. Alors, comment va-t-il ressortir? On ne lui épargne rien, parce que quand il a reçu sa grâce présidentielle 2 années plus tôt, on l'a condamné à 2 ans de prison, mais ces 2 années de prison, il va les faire intégralement jusqu'au bout, il n'y a pas une demi-heure dont on lui... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va quand même le libérer? Il y a l'opinion publique, il y a Albert Londres qui va parler du bagne, il y a différents éléments. Oui, il y a une grande campagne de presse et une campagne politique.
qui se développe en France. Albert Londres en particulier, mais Louis Roubaud, Albert Londres avec cet admirable livre Au bagne, qui a déclenché vraiment par la force de sa plume et la véracité de ses témoignages, et puis d'autres journalistes dont on a moins retenu le nom, comme Louis Roubaud. C'est ce Roubaud qui travaillait au quotidien, lui, que Jacob va connaître. Et Roubaud, en somme, résume la situation en une phrase. Il réussit à le faire sauver en disant « ce n'est probablement pas une erreur judiciaire » puisqu'il a revendiqué les cambriolages, les crimes entre guillemets qu'il a commis contre la société, les atteintes à la propriété privée. Mais c'est une erreur humaine. J'ai lu toutes les lettres de Jacob à sa maman et je peux vous certifier qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Cet homme est devenu, était déjà, avant d'être condamné au bagne, n'a jamais été un voyou, et là c'est devenu quelqu'un d'absolument extraordinaire. Alors, et ce serait fou de le laisser dans cet endroit-là. Quel est l'homme qui revient? En quoi est-il différent de celui qui est parti 25 ans plus tôt? Il me semble que c'est un homme qui est revenu de l'enthousiasme de la jeunesse, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis quand même de l'illusion qu'il a eue de pouvoir transformer le monde. Et il n'a pas du tout renoncé à ses convictions anarchistes, mais il est beaucoup plus modéré, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la possibilité d'une révolte sociale. Je crois qu'il voit l'humanité telle qu'elle est, enfin en tout cas il a une opinion, et on le comprend, sur l'humanité qui n'est pas très enthousiaste. Pour lui, qu'est-ce que c'est qu'un honnête homme? C'est une fripouille qui n'a pas été attrapée et qui a eu de la chance. Alors il va avoir un métier, un autre métier, il va parcourir les marchés sur les comme foires marchand ambulant. Marchand ambulant, oui. Et Alex, c'est un peu là l'objet, la surprise qu'on prépare pour Bernard, c'est que dans le livre, il va y avoir une très belle histoire d'amour, sa plus belle histoire d'amour, la plus forte très probablement, la seule peut-être. Il va la vivre juste avant qu'il décide de se donner la mort. Je vous prie de... Oui, restez avec nous parce qu'on va entendre Monsef Genoux qui est avec nous. Tout à l'heure, il nous dira pourquoi il est sur ce plateau et quel est le concert qu'il le prépare, mais on l'écoute d'abord et puis la surprise, ce sera pour dans un instant. C'est à vous, Monsef.
merci Moncef Genoux. Je rappelle que l'air que nous venons d'entendre est tiré du dernier CD, It's You. Vous êtes avec nous aujourd'hui parce qu'il y a un concert qui est prévu vendredi. Tout à fait, il y a un concert prévu vendredi dans le cadre des 24 heures de la Rotonde. Et on va jouer donc vendredi 4 septembre à 20h30 ou 20h à la scène du quai du Général Guisan. C'est donc à Genève? À Genève, oui. Et quelle est la raison d'être de ce concert? La raison d'être de ce concert, c'est en fait donc c'est les 24 heures de la Rotonde, en fait, où il y aura des patineurs qui vont patiner pendant 24 heures. Et en fait, tous les bénéfices de cette manifestation iront à la Fédération suisse des aveugles, dont je fais partie, et voilà. Merci Moncef, vous restez avec nous parce que tout à l'heure on va avoir le privilège de vous réentendre avec vos deux accompagnateurs, qui sont Christophe Chambert et Thierry Hofstetter. Et maintenant restez avec nous parce qu'on va se raconter une histoire assez étonnante avec Alex. Voilà. Racontez-nous l'histoire de Josette. Je vais essayer de ne pas me tromper, mais Bernard va me le reprendre. En fait, voilà, il est revenu en France, il est revenu sur le continent, il est libre, il a revu sa maman, et puis sa maman va mourir, et puis Alexandre Jacob se sent vieillir, il n'a pas l'intention d'être un jour décrépit, il imagine depuis un certain temps de se donner la mort le jour où il le faudra. Et puis, il est tout de même, je dirais pas un dieu, parce que pour des anarchistes, ça n'est pas tout à fait le terme, mais c'est tout de même un héros que les jeunes anarchistes viennent rencontrer chez lui. Et parmi ces jeunes anarchistes, un couple d'enseignants. Oui, Robert Passas et Josette. Ils ont 26 ans. 27 ans. 27. Lui, il est venu le voir en vélo. Il a fait 400 km en vélo pour voir son idole, quand même, faut bien dire, celui dont il avait appris le récit de la vie. Il faut bien dire ce qu'on vient d'entendre, quand même quelqu'un de rare, et qui donnait des conférences, des causeries plutôt, disons, qui rencontrait encore les copains, et puis sa compagne, Josette. Et puis, en 1953-54, Jacob a décidé de franchir le pas, de prendre le billet aller sans retour. Mais il faut bien voir les choses comme il les présente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune tristesse, il n'y a pas non plus de forfanterie, c'est pas son genre, mais il y a une belle lucidité, une belle fermeté d'âme, et il dit non, moi j'ai vécu 1000 vies à moi tout seul, c'est à vous les jeunes d'en profiter, les vieillesses sont les infirmités sont toutes là à me guetter, les salopes. Je ne voudrais pas qu'elles gagnent sur moi, je veux partir en pleine lumière, et voilà. Alors, il a donc décidé de se donner la mort. Et tout de même un sursis justement à la personne de Josette, la compagne, la femme de Robert. Ils sont venus lui rendre visite, et tout à coup c'est le coup de foudre, et je dirais d'un commun accord à trois, non pas à trois, ils ne vont pas vivre à trois, mais d'un commun accord des trois, il va y avoir des semaines, des mois d'amour entre ce vieil homme... Qu'est-ce qui pourrait... Il y a un phénomène extraordinaire qui se produit, qui est magnifique. Il dit, moi je m'en vais, moi j'ai tout vécu, etc. Et puis cette jeune femme dit, oui mais enfin non, on veut pas que tu meurs. Je vous arrête, parce que cette jeune femme, elle a aujourd'hui un peu plus de 70 ans, elle est vivante, elle habite Romans, à 150 km de Genève. Nous l'avons retrouvée, si vous voulez bien, un premier document. J'étais très fascinée par cet homme et je l'écoutais beaucoup, je lui ai posé beaucoup de questions. Voilà, nous sommes restés quelques jours, la première fois. Et après, l'année suivante, nous sommes revenus, nous sommes restés un peu plus longtemps. Et voilà, on était tous les trois en très bons termes, on s'entendait très bien. Et c'était vraiment rien passé au niveau des émotions fortes. C'est juste avant de partir, parce que je lui ai fait une piqûre. Il avait de l'emphysème et il avait une infirmière, je crois, qui venait lui faire une piqûre, mais je lui ai dit, mais moi je sais faire les piqûres et je te ferai ta piqûre. Alors je lui ai fait ça, je lui ai fait sa piqûre, je me suis assise sur le bord de son lit et je lui ai passé la main dans les cheveux. Il avait ses très beaux cheveux blancs, là encore très abondants, je lui ai passé la main dans les cheveux et c'est ce geste, je pense, qui l'a ému, qui a déclenché en lui cette vague de tendresse, après qui s'est transformé en passion. Tout vient de ce geste-là. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est après, quand il m'a écrit une lettre vraiment passionnée, il m'a dit qu'il avait ressenti l'amour, même la passion et
tout. Alors j'ai compris que tout venait de ce geste. Et quand vous avez reçu cette lettre, qui était quand même une lettre d'amour d'Alexandre Jacob, vous, comment avez-vous réagi et votre compagnon ou votre mari, comment a-t-il réagi? Eh bien, moi, j'ai réagi tout de suite en lui disant, parce qu'il nous avait annoncé son suicide pour cette année-là. Alors j'ai réagi tout de suite en lui disant, mais puisque tu dis que tu m'aimes, que tu as été heureux de me voir, de me rencontrer et tout, eh bien, ne te supprime pas et j'irai te voir l'année prochaine. Et j'en ai parlé à mon mari qui était tout à fait d'accord. Et il m'a dit, eh bien écoute, je veux bien pour te revoir l'année prochaine, je veux bien vivre encore une année. Et alors c'est magnifique. C'est fantastiquement beau. Et c'est cette année-là dont on parlera tout à l'heure, parce qu'on a encore une surprise pour vous. Mais on a donc retrouvé Josette à Romans, et on va la retrouver avec ce qui reste chez elle aujourd'hui d'Alexandre Jacob dans sa petite maison. Elle a tout. Moi, j'avais énormément de tendresse pour lui, même de l'amour, il faut dire, mais lui, c'était vraiment une grande passion et moi, je respecte énormément cette passion parce que je suis assez mystique et je pense que cette passion et l'énergie qui anime ce genre de passion est toujours d'origine divine. Alors ici, c'est un oratoire, un sanctuaire, où il y a toujours une lumière qui brille. C'est un peu pour les ancêtres et pour les amis aussi. J'ai donc la photo de ma mère, de tous les amis qui sont décédés. Il y a donc les deux photos de Marius Alexandre Jacob. Ouais, il y a une petite statue de la Sainte Rita et une photo de la Vierge. Et je leur demande de veiller sur les morts qui me sont chers. Et quelquefois, je demande aussi aux morts de m'aider dans les moments difficiles, et parce que je suis très dévotionnelle. Alexandre Jacob aurait ri de tout cela, mais il se serait moqué gentiment parce que il me disait souvent je t'aime tel que tu es, et il acceptait un peu tout ce que je faisais, même si c'était un peu farfelu. Et voilà, à part ça, il y a aussi des photos de vous. Elles évoquent quoi, ces photos? Eh bien, c'est des photos que je lui ai envoyées quand j'étais au Maroc, puisqu'on a correspondu pendant 1 an. Alors, je lui ai envoyé ces photos. Et il m'avait demandé de lui envoyer une mèche de cheveux. Alors, je lui ai envoyé une mèche de cheveux. Lui m'a envoyé également une mèche de cheveux. Voilà, ces cheveux qui étaient blancs, légèrement jaunis, quoi. Et il avait mis ça dans une petite enveloppe sur laquelle il a écrit « À ma petite nature, le sommet physique de moi-même ». Ce qu'il m'appelait la petite nature. Il m'a écrit tous les jours, même plusieurs fois par jour, puisqu'il écrivait même pendant la nuit. Et je conserve ces lettres précieusement, oui. Il y avait de l'amour, il y avait des conseils, c'était à la fois amoureux, paternel, c'était une relation vraiment très, très complète, quoi. Alors Bernard Thomas, il faut dire que vous avez correspondu avec Josette pour écrire naturellement ce passage extraordinaire, mais il se trouve que vous ne l'avez jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré, c'est le hasard des choses. Le premier ouvrage que j'avais consacré à Jacob, je ne l'avais pas rencontré, Josette, parce que les copains à Nard, ses exécuteurs testamentaires, en particulier Pierre-Valentin Berthier, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui a 87 ans, m'avait dit, écoute, voilà une jeune femme, écoute, ça remonte à 1954, elle a dû refaire sa vie, on va l'embêter, il faut la laisser vivre, alors gaz là-dessus, ne t'étends pas sur cette histoire d'amour, ben voilà comment ça s'est passé, mais en fait, va très vite. Alors, je publie mon volume donc en 1969, je crois, je ne sais plus très bien, 70, et très peu de temps après la publication, j'ai reçu une lettre merveilleuse de Josette Passas me disant eh ben, cette jeune femme, c'était moi. Qu'est-ce que je regrette que vous ne m'ayez pas vu parce que je vous aurais tout raconté, je vous en aurais dit tant et plus. Alors Bernard Thomas, elle a accepté, c'est la première fois d'ailleurs qu'elle fait une télévision, et dans ce cadre-là, elle a accepté d'être avec nous. Vous allez la connaître, elle est juste à l'entrée du studio. Si elle veut bien se joindre à nous, venez Josette. Je vous en prie, venez vous joindre à nous. Vous allez vous installer là. Voilà, installez-vous. Je ne peux pas bouger, malheureusement, je suis ficelé.
Voilà, Josette, merci. On vous avait gardé un peu secret dans un petit bureau pour que vous puissiez suivre l'émission. On est heureux de vous accueillir. C'est vrai dans cette très belle histoire que vous avez déjà commencé à raconter, Alex Descotes, il y a une dimension qu'on a laissée un peu de côté, enfin pas suffisamment, ce sont les lettres. Hein. Il a évoqué les lettres. Vous avez rencontré Alexandre Jacob et vous allez correspondre à quel rythme? Oh, eh bien, pendant une année, il m'a écrit tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et vous lui répondiez? Moi, je lui répondais chaque jour, oui, à chaque lettre, je répondais à chaque lettre. Oui. Et c'était de belles lettres, fortes? Ah oui, c'était des lettres à la mesure de sa personnalité, oui. Très intéressantes. Il racontait sa journée, même des souvenirs. Oui, et je pense que ces lettres sont très, très importantes pour lui, de même qu'il a tenu au bagne par les lettres de sa mère. Et là, ces lettres lui ont aidé à vivre cette année, je pense. C'était très important pour lui, les lettres. Racontez-nous comment il était quand vous l'avez vu. Quel type d'homme? Qu'est-ce qui vous a frappé en lui? Ce qui m'a frappé en lui, c'était un bel homme quand même. Il n'était pas très grand, il avait une corpulence assez forte, mais il avait une tête magnifique. Il avait des cheveux blancs, beaucoup de cheveux blancs, une belle chevelure blanche, et surtout, il avait les yeux très noirs. C'est assez rare de voir des yeux noirs comme ça. On voit des yeux marron foncé, mais lui, ses yeux étaient vraiment noirs. Sergent raconte qu'il passait d'une expression à une autre avec une vélocité extraordinaire. Oui. Et puis son intelligence, quoi. Il avait une intelligence et une grande lucidité. C'était un homme qui était... Alors, vraiment... Pour expliquer aux téléspectateurs, vous êtes marié, tout d'un coup naît en tout cas cette passion qu'il va vous signifier par lettres et que vous allez ressentir aussi. Oui. Votre mari dans cette affaire, qu'est-ce qu'il en pense, lui? Mais mon mari était anarchiste, libertaire. Nous avions une conception du couple assez large. On acceptait d'autres rencontres, d'autres possibilités de vivre le couple. Donc, comme il avait lui-même déjà eu une passion pour Alexandre Jacob, il était heureux que ce sentiment soit né entre nous et il a tout fait pour le faciliter et il en était vraiment heureux. Alors, à un moment, vous vous êtes vraiment dit, il est en train de m'offrir une année de sa vie. Oui, alors je pense que c'était normal de lui faire vivre cette année-là. Nous étions au Maroc, nous ne pouvions donc pas être avec lui. Et j'ai fait en sorte que cette année soit le plus douce à vivre pour lui. Mais les lettres, vraiment, c'était très, très important. Vous m'avez dit en arrivant que vous en aviez pris une où il parle du rôle du facteur dans son existence. Oui. Vous l'avez avec vous? Oui. Ben, prenez-la. Pendant ce temps-là, Monsieur Beuziger, ça vous étonne, ce type de relation? On est libre, ça correspond aussi un peu à votre époque? Je dirais que ce que j'entends aujourd'hui, je l'ai entendu toute ma vie. Oui. Et que en permanence, j'ai rencontré des camarades anarchistes qui sont exactement ce que l'on regarde aujourd'hui dans ce film. Ah. Et que rien n'a changé, ni la guerre, puisqu'on l'a subie encore après. Et je regrette si on ne va pas vers une solution différente de celle que l'on a aujourd'hui, on va vers une nouvelle guerre. Voilà. Et je ne sais pas si ça fera plaisir aux gens qui aujourd'hui se refusent de faire un pas pour empêcher toute guerre. Monsieur Beuziger, quand on vous entend comme ça, on a l'impression qu'on pourrait entendre Alexandre Jacob de la même manière. Hein. Alors Josette, dites-nous, lisez un tout petit peu de la lettre. Oui, c'est très difficile à lire. Oui, essayez. Oui, je l'attendais, ta lettre. J'ai fait... C'est très difficile. Et depuis ce matin, je vise l'arrivée du facteur. Je suis allée à Reuilly, je l'ai aperçu, mais il a disparu dans un immeuble. Il m'a donc fallu attendre la distribution. Je ne vis que par toi. Tu es mon souffle, ma vie. Comme vous êtes bons tous les deux de me donner un bonheur si fort et si pur pour mes derniers jours. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il, lui, à son tour, il vous a donné chaque minute et chaque jour de cette année-là? Absolument, cette année-là, oui. Absolument, oui. Mais vous êtes vus tout de même, c'était pas seulement par correspondance. Non, vous êtes vus pendant un mois. Ah ben, on s'est revus au bout d'une année, quoi. On ne pouvait pas se revoir avant, étant donné qu'on était au Maroc. Quoique, on lui a proposé de venir, parce qu'il souffrait quand même beaucoup du froid, étant donné qu'il avait vécu à Cayenne. On lui a proposé de venir au Maroc
passer l'hiver avec nous. Mais alors là, il était retenu par ses animaux, parce qu'il avait son chien, il avait beaucoup de chats, et il n'a pas voulu les abandonner, Négro, oui. Alors Josette, un jour, vous allez passer un mois avec lui, c'est le mois d'août. Oui. Et à la fin du mois d'août, cette année s'est écoulée, et il persiste dans son projet, il va se suicider. Oui. Il va se suicider, il meurt avec son chien, vous l'avez raconté d'une très belle façon. Et vous, comment est-ce que vous allez, vous et votre mari, vous allez vivre ce départ, parce que vous avez d'une certaine manière essayé de le retenir quand même pendant une année. Oui, bien sûr. Ça a été très douloureux, même pour moi, de vivre un mois avec un homme en sachant qu'il allait mourir et qu'il était très déterminé. Ça a été très, très douloureux. Et après, il avait fixé la date lui-même, et après, on pensait toujours qu'il ne le ferait pas, qu'il retarderait, mais quand on a reçu le télégramme des amis, eh bien, ça a été vraiment très, très pénible. Avec mon mari, on a pleuré dans les bras l'un de l'autre pendant toute une nuit, et vous voyez, rien que d'y penser maintenant, l'émotion me monte. Et je crois que j'ai toujours du remords de l'avoir laissé faire ça, parce que j'aurais pu faire plus, mais il était tellement déterminé, mais je me dis toujours, j'aurais pu faire quand même quelque chose de plus, parce que vous avez... Mais je ne sais pas. Peut-être rester avec lui, c'est la chose. Seulement, j'avais mon travail, on était obligé de repartir, c'était quand même, mais peut-être j'aurais dû le faire. Tout à l'heure, vous disiez... Ça ne changeait rien non plus aux maladies qui le guettaient, qui allaient revenir. Peut-être un an de plus. Oui. Tout à l'heure, dans le reportage, dans la rencontre que vous avez vue avec Alex Descotes, on comprend dans ce que vous dites que pour vous, il n'est pas vraiment tout à fait mort. Non, d'abord parce que moi, je ne crois pas à la mort totale, quoi. Je pense que l'amour ne meurt pas, et comme disait Tolstoï, l'homme est mort, mais son amour continue, même de croître en proportion de l'homme. Et comme c'était un homme exceptionnel, je pense que son amour est toujours là, et je me sens très près de lui. Et bon, cette émission ravive mon émotion, mais je suis quand même toujours en présence avec lui. En tout cas, merci Josette, vous l'avez bien représenté. Je fais ce que je veux. Alex, vous nous dites que vous aviez quelques documents, quelques lectures, parce que on peut relire en tout cas les lettres. Oui, alors, il y a bien sûr le bouquin de Bernard Thomas, on en a parlé amplement. Les vies d'Alexandre Jacob chez Les vies d'Alexandre Jacob, ça vient de sortir, puisque vous avez fait un premier bouquin il y a une quinzaine d'années, mais celui-ci est beaucoup plus complet, puisqu'il comporte en particulier toute cette période affective de la fin de la vie d'Alexandre Jacob. Et puis on parlait des rapports avec sa mère, il a beaucoup écrit à sa mère qui était devenue sa complice. Alors il y a 2 bouquins, là c'est simplement des textes, c'est plus ardu à lire, et je vous les montre. Ce sont 2 bouquins, 2 volumes, publiés par une coopérative Henri Hanard, elle aussi, s'appelle L'Insomniaque, et ça vaut la peine si on s'intéresse à ça et à cette écriture fantastique d'Alexandre Jacob. Puis on parlait de l'intervention, je dirais, du début de la campagne politique au début des années 20, grâce au bouquin d'Albert Londres, qui s'appelle Au bagne, et c'est tout de même un bouquin qui a changé, je pense, la vie, et qui a participé à la libération d'Alexandre Jacob. Et puis on citait Papillon, on le trouve toujours en livre de poche, comme d'ailleurs Au bagne, là c'est celui de Londres, c'était l'original, mais on trouve Au bagne d'Albert Londres en poche, et on trouve en poche aussi le Papillon d'Henri Charrière. Puis on rappelle que André Boziguer a participé à ces 2 jours, qui nous a secoué là tout à l'heure, ça manque. Ah, il y a le caractère, André Boziguer. Et vous lisez Souvenir d'un rebelle, ça rappelle d'abord un moment très important de la vie de Genève et de l'anarchisme, et on est très heureux de vous avoir reçu sur ce plateau pour que vous ayez cet œil vif qui aurait peut-être été un peu l'œil d'Alexandre Jacob. Josette, merci d'être venue, ça nous a beaucoup touchés. Merci. C'est une émotion pour moi. Et c'est une belle, très très belle histoire, je crois que vous la racontez très très bien, et d'une certaine manière vous l'avez bien représentée là. Je fais ce que je peux. Merci. Je vous propose qu'on se quitte en musique avec Monsef Chenou. Merci aux 3 d'être là aussi et de nous permettre de sortir très tranquillement de cette émotion-là.